Maman, tu as mangé les chocolats? C'est cette question-là qui a tout changé. Une question simple, prononcée par mon fils au téléphone le lendemain de mon 70e anniversaire. Mais ce n'était pas une question. C'était un cri étouffé, une panique que je n'avais jamais entendue dans sa voix. Je m'appelle Isult Hénin. J'ai 70 ans, et voici l'histoire que je n'ai jamais osé raconter à personne, jusqu'à ce soir. La veille, j'avais reçu un cadeau magnifique, une boîte en bois laqué, ornée d'un ruban de soie bordeaux. À l'intérieur, 12 chocolats artisanaux, disposés comme des bijoux. Chacun portait une petite étiquette écrite à la main. Praliné noisette, ganache passion, caramel fleur de sel. Mon fils Cyril me l'avait apporté lui-même en fin d'après-midi. Il avait sonné à la porte de mon appartement, ce grand appartement du 7e arrondissement où j'avais élevé mes enfants, où chaque meuble porte encore la mémoire de mon mari disparu. Joyeux anniversaire, maman. Il m'avait embrassé sur le front, comme toujours. Chemise blanche impeccable, parfum discret. Mon Cyril, mon fils unique, celui que j'avais porté, élevé, soutenu dans chacun de ses projets, celui pour qui j'avais tout fait. Tu les as commandés où? Ils sont magnifiques, chez un chocolatier belge, le meilleur de Bruxelles. Il avait souri. Je sais que tu adores le chocolat noir. C'était vrai. Depuis toujours. Il était resté 20 minutes, pas plus. Il avait un dîner d'affaires, m'avait-il dit. Sa femme, Camille, l'attendait. Je l'avais raccompagné jusqu'à la porte. En partant, il s'était retourné une dernière fois. Profite bien de tes chocolats, maman. Tu les as mérités. Ces mots-là, tu les as mérités. Je les entends encore. Ce soir-là, je n'ai pas ouvert la boîte. J'étais fatiguée. 70 ans, cela se fête, mais cela pèse aussi. J'ai posé les chocolats sur la console de l'entrée, près du miroir ancien que ma mère m'avait légué, et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, Camille est passée me voir. Elle venait souvent, ma belle-fille. Toujours souriante, toujours attentionnée, un peu trop peut-être, mais j'aimais sa compagnie. Elle m'apportait des nouvelles du monde, des rires, des conversations légères. Isult, joyeux anniversaire en retard. Elle m'avait embrassée, puis elle avait vu la boîte. Oh, des chocolats, ils sont magnifiques. Cyril te gâte. Oui, mais tu sais, Camille, à mon âge, je ne peux plus manger tout ça. Prends-les, fais-toi plaisir. Elle avait protesté, pour la forme. Mais ses yeux brillaient déjà. Tu es sûre? Certaine? Elle avait pris la boîte, m'avait remercié avec effusion et était partie 1 heure plus tard. Je me souviens encore de son sourire en refermant la porte. Le téléphone a sonné le lendemain soir. 20 heures passées. C'était Cyril. Maman, sa voix était différente, tendue, presque tremblante. Oui, mon chéri, tu as mangé les chocolats? Non, pourquoi? Un silence, long, trop long. Où sont-ils? Je les ai donnés à Camille. Elle les adorait. Pourquoi tu me demandes ça? Et là, j'ai entendu ce son, un son que je n'oublierai jamais. Un cri, un hurlement étouffé, comme si on venait de lui arracher quelque chose de vital. Non! Qu'est-ce que tu as fait? Le téléphone a raccroché. Je suis restée là, debout dans mon salon, le combiné encore à la main. Mon cœur battait vite, trop vite. Qu'est-ce que j'avais fait? Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'installe chaque soir pour regarder les lumières de Paris. Mais cette fois, je ne voyais rien, seulement le reflet de mon visage dans la vitre. 70 ans, des rides qui racontent une vie entière, des yeux qui ont vu trop de choses, et cette question qui tournait, encore et encore. Qu'est-ce que j'avais fait? Cyril n'avait pas rappelé. J'avais essayé de le joindre 3 fois. Aucune réponse. J'avais laissé un message. Ma voix tremblait. Mon chéri, rappelle-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le silence de mon fils était pire que tous les mots. Je me suis levée avant l'aube. J'ai préparé du café, mais je n'y ai pas touché. J'ai ouvert les volets, comme chaque matin depuis 40 ans. La routine, ce geste simple qui maintient l'ordre quand tout le reste vacille. Et puis, je me suis souvenue. Je me suis souvenue de tout ce qui m'avait mené jusqu'à ce moment, de tout ce que j'avais donné, de tout ce que j'avais cru. Cyril est né un matin de mai, il y a 42 ans. Mon seul enfant, mon miracle, après 3 fausses couches. Mon mari, Philippe, était sorti de la salle d'accouchement les larmes aux yeux. C'est un garçon, Isult, un garçon parfait, parfait. Ce mot-là, j'avais tout fait pour qu'il le reste. Les meilleures écoles, le conservatoire pour le piano,
Les leçons d'anglais avec une professeure britannique, les étés à Deauville, dans la maison de famille, les dimanches chez mes parents, où on lui apprenait les bonnes manières, la politesse, le respect des aînés. Philippe voulait qu'il reprenne l'entreprise familiale, une maison d'import-export de tissus haut de gamme, fondée par son grand-père. Mais Cyril avait d'autres rêves. Il voulait être libre, il voulait créer sa propre voie. « Papa ne me comprend pas », me disait-il, adolescent, dans ma cuisine. « Toi, tu me comprends, maman ?» Oui, je le comprenais, peut-être trop. Quand Philippe est mort, une crise cardiaque, brutale, sans prévenir, il y a 8 ans, Cyril avait 34 ans. Il avait pleuré contre mon épaule, comme un petit garçon. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans lui. Tu vas continuer. Tu es fort. Et je suis là. J'étais là. J'ai toujours été là. Après la mort de Philippe, j'ai hérité de tout. L'appartement, les comptes bancaires, les placements, la maison à Deauville, l'entreprise aussi, que j'ai vendue 6 mois plus tard. Je n'y connaissais rien. Et Cyril ne voulait pas la reprendre. « Vends, maman. C'est mieux pour toi. Tu auras de quoi vivre confortablement. » J'avais suivi son conseil. Comme toujours, l'argent était bien placé. Mon notaire, Maître Beaumont, un homme de confiance que Philippe avait connu toute sa vie, s'occupait de tout. J'avais de quoi vivre jusqu'à mes 100 ans sans jamais manquer de rien. Mais l'argent ne remplit pas un appartement vide. Les premiers mois après la mort de Philippe, Cyril venait me voir tous les jours. Il apportait des croissants le dimanche. Il restait déjeuner. Il me parlait de ses projets, de ses ambitions. Il voulait monter une start-up dans la tech. Il avait besoin d'investisseurs. « Je crois en toi, mon chéri. » Je lui avais prêté de l'argent. 50 000 euros, d'abord, puis 100 000, puis encore. À chaque fois, il me disait « Je te rembourse dès que ça décolle, maman. Tu verras. » Je ne demandais jamais de remboursement. C'était mon fils. Puis Camille était arrivée. Ils s'étaient rencontrés lors d'un salon professionnel à Lyon. Elle travaillait dans la communication digitale. Jolie, dynamique, beaucoup plus jeune que lui. 30 ans à peine. Des cheveux blonds coupés au carré, des vêtements modernes, un sourire éclatant. « Maman, je te présente Camille. » Elle m'avait embrassée avec une chaleur qui m'avait surprise. « Enchantée, Iseult. Cyril me parle tout le temps de vous. » Il s'était marié 6 mois plus tard. Une cérémonie intime à la mairie du 16e, suivie d'un déjeuner dans un restaurant chic près de Trocadéro. J'avais payé. Cyril traversait une période difficile, m'avait-il dit. Sa start-up n'avait pas décollé comme prévu. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est normal. Les débuts sont toujours durs. » Camille avait emménagé chez lui. Puis, quelques mois plus tard, ils avaient trouvé un appartement plus grand. À Neuilly, un bel immeuble haussmannien. Mais le loyer était élevé. « Maman, est-ce que tu pourrais nous aider, juste pour les premiers mois, le temps qu'on se stabilise ?» J'avais dit oui, bien sûr. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Au début, tout semblait bien se passer. Cyril et Camille formaient un beau couple. Ils m'invitaient parfois à dîner. Camille cuisinait bien, des plats simples mais raffinés. Elle me posait des questions sur ma vie, sur Philippe, sur mon enfance. « Vous avez eu une vie tellement intéressante, Iseult. » J'aimais qu'elle m'appelle par mon prénom. Cela créait une proximité que je n'avais jamais eue avec ma propre belle-mère. Mais avec le temps, les visites de Cyril s'espaçaient. Il était occupé, disait-il. De nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Je comprenais. Un homme de son âge a une vie bien remplie. Camille, elle, continuait à passer. 1 ou 2 fois par mois. Elle m'apportait des fleurs, des magazines, des petites attentions. Nous buvions du thé dans le salon, sous le grand lustre en cristal que Philippe avait acheté chez un antiquaire de la rue Jacob. Vous devez vous sentir seul, parfois, dans cet appartement. Un peu, mais j'ai mes habitudes, mes lectures, mes promenades au jardin du Luxembourg. Vous pourriez venir vivre près de nous, à Neuilly? Non, ma petite, c'est ici que j'ai construit ma vie. C'est ici que je veux rester. Elle hochait la tête, avec ce sourire doux qu'elle avait toujours. Je comprends, mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là, on est là. Ces mots-là aussi, je les entends encore. Il y a 1 an, Cyril m'a parlé d'un nouveau projet, une application mobile, quelque chose de révolutionnaire selon lui, mais il avait besoin d'un financement important. Les banques ne veulent pas me suivre, maman. Elles ne comprennent pas ma vision. Combien as-tu besoin? 200 000 euros. J'avais hésité. Pour la première fois. C'était une somme énorme. Mon chéri, je ne sais pas si... Tu ne me fais pas confiance? Ces mots m'avaient blessé. Bien sûr que je lui faisais confiance. C'était mon fils. J'avais appelé Maître Beaumont. Il m'avait déconseillé. Madame Hénin, vous avez déjà beaucoup aidé votre fils. Votre patrimoine commence à s'amenuiser.
Il faut penser à vous aussi, à votre sécurité. Mais c'est pour son avenir. L'avenir de votre fils ne doit pas se faire au détriment du vôtre. Je n'avais pas écouté. J'avais signé le virement. Cyril m'avait embrassé. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. 6 mois plus tard, l'application n'existait toujours pas. Quand je lui posais des questions, Cyril devenait évasif. C'est compliqué. Le développement prend du temps. Mais l'argent, Cyril? Ne t'inquiète pas pour ça. Tout est sous contrôle. Puis il changeait de sujet. Me parlait de la météo, de ses projets de vacances, de tout, sauf de ce qui comptait vraiment. Les visites s'étaient encore espacées, 1 fois par mois, puis tous les 2 mois, puis seulement aux grandes occasions. Noël, Pâques, mon anniversaire. Camille, elle, venait toujours, mais quelque chose avait changé dans son regard. Elle me posait des questions étranges. « Vous vous sentez bien, Iseult? Vous n'êtes pas trop fatigué? »« Non, pourquoi? »« Je ne sais pas. Vous avez l'air un peu perdu parfois. »« Perdu? Moi? Je vais très bien, ma petite. Ne t'inquiète pas. » Mais elle insistait, me demandait si je prenais mes médicaments, si je me souvenais bien de mes rendez-vous, si je ne me trompais pas dans mes courses. Vous savez, à votre âge, c'est normal d'avoir des petits oublis, mais il faut faire attention. Je n'avais pas d'oubli. J'étais peut-être vieille, mais mon esprit était intact. Pourtant, ces petites remarques s'accumulaient, et avec elles, un malaise que je ne savais pas nommer. Puis, mon 70e anniversaire était arrivé, et avec lui, cette boîte de chocolat. Cette boîte que j'avais offerte à Camille, sans savoir. Cette boîte qui avait fait hurler mon fils au téléphone. Je suis retournée dans l'entrée. La console était vide, là où la boîte avait reposé pendant 24 heures. Je me suis regardée dans le miroir ancien. Mon visage était pâle. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces chocolats? Et pourquoi Cyril avait-il eu si peur que je les mange? Le lendemain matin, j'ai appelé Camille, 3 fois. Aucune réponse. J'ai laissé un message sur son répondeur. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient en tenant le téléphone. « Camille, c'est Iseult. Rappelle-moi quand tu peux. J'aimerais savoir comment tu vas. Et comment étaient tes chocolats ?» Cette dernière phrase sonnait fausse, même à mes propres oreilles. Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Les heures ont passé, lentement. Chaque minute était une éternité. J'ai essayé de m'occuper. J'ai fait le ménage, alors que Maria, ma femme de ménage, devait venir le lendemain. J'ai rangé des placards déjà parfaitement ordonnés. J'ai relu 3 fois la même page de mon livre sans en retenir un mot. À 14 heures, j'ai rappelé Cyril. Cette fois, il a décroché. Mais ce n'était pas sa voix habituelle. C'était celle d'un étranger. « Oui, Cyril, c'est maman. Je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as réagi comme ça hier soir ?» Un silence, long, pesant. « Ce n'est rien, maman. J'ai eu une mauvaise journée. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Mais les chocolats... » « Quoi? Les chocolats? Tu m'as demandé si je les avais mangés. Tu as crié quand je t'ai dit que je les avais donnés à Camille. Pourquoi? Maman, tu te fais des idées. J'étais juste... surpris. C'est tout. Surpris? Oui. Je les avais choisis spécialement pour toi. Je pensais que tu les garderais. Mais ce n'est pas grave. Vraiment. » Sa voix était trop contrôlée, trop lisse, comme s'il lisait un texte préparé. « Et Camille? Elle va bien? »« Oui. Pourquoi elle n'irait pas bien? » ?»« Je ne sais pas. Elle ne répond pas au téléphone. Elle est occupée. Elle a beaucoup de travail en ce moment. »« Passe-la-moi. Elle n'est pas là. Où est-elle? »« Maman, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour rien. Tout va bien. Je dois y aller. On se voit bientôt. » Il avait raccroché avant que je puisse ajouter un mot. Je suis restée debout au milieu du salon, le téléphone à la main. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Tout va bien. Ces mots étaient un mensonge. Je le sentais dans mes os. J'ai décidé de ne pas attendre. J'ai pris mon sac, mon manteau. J'ai appelé un taxi. Neuilly n'était pas loin, mais je ne conduisais plus depuis 2 ans. Mes réflexes n'étaient plus ce qu'ils étaient, et Paris me faisait peur maintenant. Tous ces scooters, ces voitures qui vous frôlent. Le trajet a duré 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai imaginé 100 scénarios différents. Camille malade. Camille hospitalisée. Camille... Non, je n'osais pas aller plus loin. L'immeuble de Cyril était élégant. Pierre de taille claire, balcon en fer forgé, une porte cochère en bois massif. J'ai sonné à l'interphone. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. Puis une 3e fois. Enfin, la voix de Cyril a grésillé dans le haut-parleur. « Oui, c'est moi. Ouvre-moi. »« Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre !» Un silence. Puis, le déclic de la porte. J'ai monté les escaliers lentement. 3 étages.
Mon souffle était court quand je suis arrivée sur le palier. Cyril m'attendait sur le seuil, les bras croisés. Il portait un jean et un pull gris. Ses cheveux étaient en désordre. Il n'était pas rasé. Tu aurais dû m'appeler avant de venir. Je veux voir Camille. Elle dort. À 3 heures de l'après-midi, elle ne se sent pas bien. Justement, je veux la voir. Il a bloqué la porte de son bras. Maman, ce n'est pas le moment. Elle a besoin de repos. Cyril, laisse-moi entrer. Nous nous sommes regardés. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon fils que je n'avais jamais vu avant. De la peur. Il a fini par s'écarter. L'appartement était sombre. Les rideaux étaient tirés dans le salon. Il y avait une odeur étrange, un mélange de renfermé et de quelque chose de plus chimique, presque médicinal. Où est-elle? Dans la chambre. J'ai traversé le couloir. Mes pas résonnaient sur le parquet. Cyril me suivait, silencieux. J'ai ouvert la porte de la chambre. Camille était allongée dans le lit, sous une couverture épaisse. Les volets étaient fermés. La seule lumière venait d'une lampe de chevet qui diffusait une lueur orange et faible. Camille? Elle a bougé légèrement, mais n'a pas ouvert les yeux. Je me suis approché. Son visage était pâle, très pâle. Ses lèvres étaient sèches. Des cernes noires creusaient ses yeux. Camille, ma petite, c'est Iseult. Elle a murmuré quelque chose d'incompréhensible. Qu'est-ce qu'elle a? Cyril était resté près de la porte. Une gastro. Elle a vomi toute la nuit. Tu as appelé un médecin? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça va passer. Je me suis retourné vers lui. Pas nécessaire? Regarde-la, Cyril. Elle a l'air très mal. C'est juste une gastro, maman. Et si ce n'est pas juste une gastro? Il ne répondait pas. Ses mâchoires étaient serrées. J'ai posé ma main sur le front de Camille. Elle était froide. Anormalement froide. Elle a besoin d'un médecin. Je sais ce dont elle a besoin. Sa voix était sèche, presque agressive. Je l'ai regardée, incrédule. C'est ta femme, Cyril. Et c'est moi qui m'occupe d'elle, pas toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis restée encore quelques minutes près de Camille. Je lui ai tenu la main. Elle était molle, sans force. De temps en temps, elle gémissait doucement, comme si elle rêvait, ou plutôt, comme si elle faisait un cauchemar. Cyril attendait dans le couloir. Je sentais son impatience. Il voulait que je parte. Finalement, je me suis levée. J'ai embrassé le front glacé de Camille. Je reviendrai demain. Ce n'est pas la peine. Si, c'est la peine. En sortant de l'immeuble, mes jambes tremblaient. J'ai dû m'asseoir sur un banc public, juste en face. Le ciel était gris. Un vent froid soufflait entre les immeubles. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de profondément anormal. Camille n'avait pas une simple gastro. J'avais vu assez de maladies dans ma vie pour le savoir. Sa pâleur, sa faiblesse, cette froideur, ce n'était pas normal. Et Cyril, son attitude, son refus d'appeler un médecin, sa nervosité, et puis ce cri au téléphone. « Non, qu'est-ce que tu as fait ?» Pourquoi avait-il dit ça? Le soir même, je n'ai pas pu manger. J'ai tourné en rond dans mon appartement. J'ai regardé la console vide, là où la boîte de chocolat avait reposé. J'ai essayé de me souvenir de tous les détails. La boîte en bois laqué, le ruban bordeaux, les 12 chocolats alignés comme des bijoux, les petites étiquettes écrites à la main, écrits à la main. Cette pensée m'a arrêté net. Cyril m'avait dit qu'il les avait commandés chez un chocolatier belge, le meilleur de Bruxelles. Mais pourquoi des étiquettes manuscrites? Les chocolatiers professionnels utilisent des étiquettes imprimées. Toujours. À moins que ces chocolats n'aient jamais été achetés dans une chocolaterie. J'ai passé la nuit à réfléchir, à reconstituer les derniers mois, les dernières années même, les demandes d'argent de Cyril, de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes, les visites de Camille, ces questions étranges sur ma santé, ma mémoire, mes oublis supposés, les remarques insidieuses. Vous avez l'air perdu, Iseult, à votre âge. C'est normal d'oublier. Et maintenant, ces chocolats. Ces chocolats que Cyril voulait que je mange. Ces chocolats qu'il avait paniqué de savoir entre les mains de Camille. Ces chocolats que Camille avait mangés et qu'il avait rendu malade. À l'aube, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Beaumont, mon notaire. Il était 7 heures du matin. Il a décroché à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Madame Hénin, tout va bien ?»« Non, j'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui. C'est urgent. »« Bien sûr. Venez à mon cabinet à 10 heures. »« Merci. » J'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai appelé un serrurier. Je voudrais faire changer les serrures de mon appartement. Aujourd'hui, si possible. Vous avez perdu vos clés, madame? Non, mais je veux être sûre que personne d'autre n'en ait.
Il y a eu un silence au bout du fil. Je peux passer cet après-midi. Parfait. Pendant que je prenais ces décisions, une pensée me traversait l'esprit. Encore et encore. Mon fils avait essayé de m'empoisonner. Non, c'était impossible. Absurde. C'était mon fils, mon Cyril, le bébé que j'avais porté, l'enfant que j'avais élevé, l'homme que j'avais soutenu toute ma vie. Mais alors, pourquoi ce cri au téléphone? Pourquoi cette panique? Pourquoi Camille était-elle maintenant couchée, pâle et froide, dans un lit sombre? Et pourquoi, au fond de moi, une petite voix me disait que je connaissais déjà la réponse? Je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine que Philippe aimait, des chaussures confortables mais élégantes, un foulard en soie. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée, 70 ans, mais encore debout, encore lucide, et prête à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Avant de partir pour le cabinet du notaire, j'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert le tiroir de la console. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en carton, des photos anciennes, des souvenirs que je n'avais pas regardés depuis des années. J'ai sorti une photo en particulier. Cyril, à 5 ans, dans mes bras. Nous étions dans le jardin de Deauville. Il riait. Je le serrais contre moi. J'ai posé la photo sur la console, là où la boîte de chocolat avait reposé. Puis je suis parti. Le cabinet de Maître Beaumont se trouvait rue de Varennes, dans un immeuble du XVIIIe siècle. Une porte noire laquée, une plaque en cuivre poli, un escalier en pierre usé par 200 ans de passage. C'était là que Philippe venait régler toutes nos affaires. C'était là que j'étais venu signer mon testament, 3 ans après sa mort. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Madame Hénin, Maître Beaumont vous attend. » Il m'a reçu dans son bureau lambrissé. Des bibliothèques couvraient les murs du sol au plafond. L'odeur du cuir et du papier ancien flottait dans l'air. Il s'est levé quand je suis entrée. « Madame Hénin, asseyez-vous, je vous en prie. » Maître Beaumont avait 65 ans, des cheveux gris, des lunettes rondes, une élégance discrète. Il avait connu Philippe depuis l'université. C'était plus qu'un notaire. C'était un ami. Vous m'avez dit que c'était urgent. Oui, je me suis assise. Mes mains étaient crispées sur mon sac. Je veux savoir exactement ce qui reste de mon patrimoine. Il a froncé les sourcils. Tout est détaillé dans les documents que je vous envoie chaque trimestre. Je veux que vous me le disiez. Maintenant, en chiffres précis. Il a ouvert un dossier sur son bureau, a ajusté ses lunettes, a parcouru plusieurs pages. Bien, voyons. Après la vente de l'entreprise de feu votre mari, vous aviez un capital de 3 200 000 €. Votre appartement du 7e arrondissement est estimé à 1 400 000 €. La maison de Deauville, 700 000. Vous aviez également des placements pour 600 000 €. Il a levé les yeux vers moi. En comptant tout, votre patrimoine total s'élevait à environ 6 millions d'euros. S'élevait? Oui, au passé. Mon cœur s'est serré. Et aujourd'hui? Il a tourné une page, puis une autre. Son visage s'est assombri. Aujourd'hui, il vous reste votre appartement, la maison de Deauville, et environ 350 000 € en liquidités et placements. Le silence est tombé comme une pierre. Comment? Les prêts à votre fils, madame. Je vous ai alerté à plusieurs reprises. 50 000 € en 2017, 100 000 en 2018, 150 000 en 2019, 200 000 l'année dernière. Sans compter les virements réguliers, entre 5 et 10 000 € par mois depuis 3 ans. Ma respiration s'est bloquée. Par mois? Oui. Vous avez signé un mandat de prélèvement automatique il y a 3 ans. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Je ne me souviens pas d'avoir signé ça. Il a sorti un document du dossier. Ma signature était là, au bas de la page. Mais je ne me souvenais pas de ce papier. Je ne me souvenais pas du jour où je l'avais signé. Votre fils vous l'avait apporté, m'aviez-vous dit à l'époque, pour simplifier les choses, pour que vous n'ayez pas à faire des virements manuels chaque fois qu'il avait besoin d'aide. Simplifier. Ce mot résonnait dans ma tête comme un glas. Combien ai-je perdu au total? Maître Beaumont a fait le calcul rapidement. Environ 2 400 000 €. En 5 ans. 2 400 000 €. La somme était vertigineuse, irréelle. Et vous ne m'avez rien dit? Madame Hénin, je vous ai alerté. À chaque fois, vous me disiez que c'était pour aider votre fils, que vous saviez ce que vous faisiez. Mais 2 millions, ma voix s'est brisée. Je sais. C'est pourquoi je vous ai conseillé, il y a 1 an, de bloquer le mandat automatique. Mais vous avez refusé. J'ai refusé? Oui. Vous m'avez dit que Cyril traversait une période difficile, que c'était temporaire. Je ne me souvenais pas de cette conversation. Ou peut-être que si, vaguement, comme un rêve flou dont on ne garde que des fragments. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez.
Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Maître Beaumont a refermé le dossier. Madame Hénin, je dois vous poser une question difficile. Allez-y. Avez-vous l'impression que votre fils abuse de votre confiance? Le mot était là, prononcé. Réel. Abuse. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que si c'est le cas, il existe des recours légaux. Nous pouvons bloquer tous les comptes, annuler le mandat, même porter plainte si nécessaire. Porter plainte contre mon fils? Si vous pensez qu'il y a eu manipulation? Oui, j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. Je ne veux pas détruire mon fils. Mais lui, est-il en train de vous détruire? Cette question a flotté dans l'air, lourde, terrible. Je veux bloquer le mandat. Aujourd'hui. Bien. Je m'en occupe immédiatement. Et je veux que vous fassiez un inventaire complet de tout ce qui reste. Je veux savoir exactement ce que j'ai. Ce sera fait. Et j'ai hésité. Puis j'ai continué. Je veux modifier mon testament. Il a levé les yeux, surpris. Vous voulez déshériter votre fils? Non, pas encore. Mais je veux que tout soit verrouillé. Que personne ne puisse toucher à quoi que ce soit sans votre accord. Même moi. C'est une décision radicale. C'est une décision nécessaire. Je suis sorti du cabinet 2 heures plus tard. Les papiers étaient signés. Le mandat, bloqué. Mon testament, modifié. Tout ce qui me restait était désormais protégé. Mais cette protection avait un goût amer. J'avais passé ma vie à construire une famille, à donner, à aimer, à faire confiance. Et maintenant, je devais me protéger de mon propre fils. En rentrant chez moi, j'ai trouvé 3 messages sur mon répondeur. Le premier était de Cyril. « Maman, c'est moi. Rappelle-moi. » Sa voix était froide, neutre. Le deuxième était aussi de lui, 20 minutes plus tard. « Maman, j'ai essayé de faire un virement et ça n'a pas marché. Il y a un problème avec ton compte. Rappelle-moi. » Le troisième était différent. Sa voix était dure. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as bloqué le compte? On doit parler. Maintenant. » J'ai effacé les messages. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le serrurier est arrivé à 15 heures. Un homme d'une 50aine d'années, professionnel et discret. « Vous voulez changer toutes les serrures? » « Oui, toutes. Même celles de la porte de service? » « Toutes. » Il a travaillé pendant 2 heures. Quand il est parti, j'avais 3 nouvelles clés. 3 clés que personne d'autre que moi ne possédait. J'avais aussi changé le code de l'interphone. Pour la première fois depuis 40 ans, j'étais seule dans cet appartement. Vraiment seule. Et en sécurité. Le soir est tombé. J'ai allumé les lampes du salon. J'ai fait chauffer de l'eau pour du thé. J'ai essayé de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux. À 21 heures, on a sonné à l'interphone. Cyril. Je le savais avant même de regarder l'écran. J'ai hésité. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Oui? Maman, c'est moi. Ouvre. Non. Un silence. Quoi? J'ai dit non. Maman, qu'est-ce qui te prend? Ouvre cette porte. Non, Cyril. Et on doit parler. Alors parle. Je t'écoute. Pas par interphone. Laisse-moi monter. Non. Sa voix est devenue agressive. Tu as bloqué mon compte. Tu as appelé le notaire. Qu'est-ce que tu fais? Je me protège. Te protéger? De quoi? De moi? Peut-être. Tu es devenue folle. Ces mots que j'avais entendus dans la bouche de Camille, quelques semaines plus tôt. Vous avez l'air un peu perdu, Isseult, folle. C'était leur stratégie. Me faire douter de moi-même. Me faire croire que j'étais sénile, confuse, incapable. Je ne suis pas folle, Cyril. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai compris. Compris quoi? Ce qu'il y avait dans les chocolats. Le silence qui a suivi était plus éloquent que tous les mots. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Maman, ne m'appelle plus comme ça. Comment? Maman. Ne m'appelle plus maman. Tu as perdu ce droit. J'ai entendu sa respiration, rapide, saccadée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais exactement ce que je dis. Et maintenant, va-t'en. Maman, attends, va-t'en. J'ai coupé l'interphone. Il a sonné encore, 5 fois, 10 fois, puis il a arrêté. Je suis allée à la fenêtre, je l'ai vu sortir de l'immeuble. Il a levé les yeux vers mon appartement. Même de loin, même dans la pénombre, j'ai vu son visage. Ce n'était plus mon fils. C'était un étranger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, comme la nuit où tout avait basculé. Mais cette fois, je n'avais plus peur. J'avais fait le premier pas. J'avais protégé ce qui me restait. J'avais dit non. Et même si ce non m'arrachait le cœur, je savais qu'il était nécessaire. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 23 appels manqués, 15 messages, tous de Cyril. Je ne les ai pas écoutés. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pensé faire de ma vie.
J'ai appelé la police. L'officier qui a pris mon appel avait une voix jeune et polie. Police nationale, j'écoute. Bonjour. Je ne sais pas si je dois faire ça, mais je pense que quelqu'un a essayé de me faire du mal. Qui, madame? Mon fils. Il y a eu un silence. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai raconté. Les chocolats. Le cri de Cyril au téléphone. L'état de Camille. Les 2 millions disparus. Le mandat automatique que je ne me souvenais pas avoir signé. Vous pensez qu'il y avait quelque chose dans ces chocolats? Oui. Vous les avez conservés? Non. Je les ai donnés à sa femme. Et elle? Elle est très malade. Est-ce qu'elle a vu un médecin? Mon fils refuse. L'officier a pris note de tout. Puis il m'a dit « Madame, je vais transmettre votre déclaration. Mais sans preuve matérielle, sans les chocolats, sans rapport médical, il sera difficile d'ouvrir une enquête. Je comprends. En revanche, pour la question financière, vous pouvez porter plainte pour abus de faiblesse. Surtout si vous pensez avoir signé des documents sans vraiment comprendre ce que vous signez. Et ensuite, une enquête sera ouverte. Mais cela peut prendre du temps. Et cela impliquera votre fils. Je sais. Vous êtes sûr de vouloir aller jusque-là? Je ne veux pas. Mais je dois. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore. Porteur plainte contre mon fils. Ces mots étaient irréels, impensables. Et pourtant, j'avais franchi le pas. L'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Isult? Une voix faible, presque inaudible. Camille? Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Mal, très mal. Elle a toussé. Un son rauque, douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chocolats. Mon cœur a bondi. Tu sais ce qu'il y avait dedans? Non. Mais Cyril, elle s'est interrompue. J'ai entendu un bruit en fond, comme une porte qui s'ouvrait. Camille, je dois raccrocher. Mais Isult, oui, fais attention à toi. La ligne s'est coupée. J'ai rappelé immédiatement. Le téléphone sonnait dans le vide. Fais attention à toi. Ces mots résonnaient comme un avertissement. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. J'attendais. Un appel de la police. Un signe de Camille. Une explication. N'importe quoi qui donnerait un sens à ce cauchemar. Mais rien ne venait. Cyril n'a plus sonné à ma porte. Il n'a plus appelé. C'était comme s'il avait disparu. Et ce silence était pire que tous ces mensonges. Le 3e jour, Maria est venue faire le ménage comme d'habitude. Elle travaillait pour moi depuis 15 ans. Une femme discrète, portugaise, qui ne parlait jamais de sa vie personnelle, mais qui connaissait chaque recoin de mon appartement. Bonjour, Madame Hénin. Bonjour, Maria. Elle a remarqué tout de suite que quelque chose avait changé. Les serrures sont neuves. Oui, j'ai fait changer. Elle n'a pas posé de questions. C'était une des choses que j'appréciais chez elle, sa discrétion. Mais en rangeant la cuisine, elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Monsieur Cyril est passé hier. Je me suis figée. Quand? En fin d'après-midi. J'étais en train de partir. Il m'a demandé si vous alliez bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que vous alliez bien. Que vous étiez sorti. Il a demandé autre chose? Maria a hésité. Il m'a demandé si vous aviez changé les serrures? Mon sang s'est glacé. Et je lui ai dit que je ne savais pas, que je n'avais pas fait attention. Bien, merci Maria. Et il avait l'air inquiet. Inquiet? Oui. Ou peut-être en colère? Je ne sais pas. Elle a continué son travail, mais je voyais qu'elle était mal à l'aise. Maria? Oui, madame? Si Cyril revient, ne lui dis rien sur moi. Rien du tout. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Vous vous êtes disputé? Quelque chose comme ça. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Mais dans sa façon de me regarder, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la pitié. L'après-midi, j'ai décidé de retourner à Neuilly. Pas pour voir Cyril. Pour voir Camille. J'ai pris un taxi. Le trajet était identique à celui d'il y a quelques jours, mais tout me semblait différent. Les rues, les immeubles, même la lumière, tout portait un poids nouveau. Arrivé devant l'immeuble, j'ai hésité. Puis j'ai sonné. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. Puis encore. Rien. Une voisine est sortie à ce moment-là. Une femme d'une 60aine d'années, élégante, un petit chien en laisse. Vous cherchez quelqu'un? Oui. Monsieur et Madame Moreau, 3e étage. Ah, ils ne sont plus là. Mon cœur a bondi. Comment ça, plus là? Ils sont partis avant-hier. J'ai vu le mari charger des valises dans une voiture. Et sa femme? Elle était avec lui. Enfin, je crois. Elle ne marchait pas très bien. Il la soutenait. Où sont-ils allés? Je ne sais pas. Mais ils avaient l'air de partir pour un moment. Plusieurs valises. Elle a tiré sur la laisse de son chien. Excusez-moi, je dois y aller. Elle est partie, me laissant seule sur le trottoir. Partie. Cyril et Camille avaient disparu. Je suis rentrée chez moi dans un état second.
Mes pensées tourbillonnaient. Où était-il allé? Pourquoi partir si vite? Et surtout, dans quel état était Camille? En arrivant dans mon appartement, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon prénom écrit à la main, en lettres tremblantes. Issult. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture était celle de Camille. Je reconnaissais ses lettres rondes, enfantines. Issult. Je n'ai pas beaucoup de temps. Cyril croit que je dors. Mais je voulais que vous sachiez. Les chocolats. Il y avait quelque chose dedans. Je ne sais pas quoi exactement, mais j'ai lu des messages sur son téléphone. Il les a achetés sur Internet, un site qui vend des substances pour calmer les personnes âgées agitées. C'est comme ça que c'était écrit. Il voulait que vous en mangiez, plusieurs par jour, pour que vous deveniez confuse, désorientée, pour qu'il puisse prouver que vous n'étiez plus capable de gérer vos affaires. Et ensuite, il voulait vous placer dans une maison de retraite médicalisée, sous tutelle, pour avoir accès à tout votre argent. Je ne savais rien, je le jure. Quand j'ai mangé les chocolats, je pensais qu'ils étaient normaux. Mais le lendemain, j'ai eu des vertiges, des nausées. Je ne pouvais plus penser clairement. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Cyril a paniqué. Il m'a emmené chez un médecin en urgence. Il a dit que j'avais une intoxication alimentaire. Le médecin m'a mise sous perfusion. Maintenant, ça va mieux. Mais j'ai peur. J'ai peur de mon mari. Il veut qu'on parte. Il dit qu'on doit s'éloigner de Paris pour un moment, qu'il faut que les choses se calment. Issult, s'il vous plaît, faites attention. Il est capable de revenir, de recommencer. Je suis désolée, pour tout. Camille. J'ai lu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que le papier bruissait. Substance pour calmer les personnes âgées agitées. Tutelle. Maison de retraite médicalisée. Tout était là, noir sur blanc. Le plan entier de mon fils pour me voler ma vie. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. Comment en était-on arrivé là? Comment le petit garçon que j'avais bercé, nourri, aimé, était-il devenu cet homme capable de m'empoisonner? J'ai essayé de remonter le temps, de trouver le moment où tout avait basculé. Mais il n'y avait pas un seul moment. C'était une accumulation, des petites choses, des compromis, des excuses. Je me souvenais de Cyril enfant, toujours exigeant, toujours insatisfait. Quand les autres enfants jouaient avec un ballon, il voulait le plus beau. Quand il mangeait un gâteau, il voulait le plus gros morceau. C'est normal, disait Philippe. C'est un enfant unique. Il n'a pas appris à partager. Mais c'était plus que ça. Cyril ne supportait pas la frustration. Quand il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait, il faisait des crises, des colères terribles qui duraient des heures. Et moi, je cédais, toujours. Tu le gâtes trop, me disait Philippe. Tu vas en faire un monstre. Ce n'est qu'un enfant. Justement, c'est maintenant qu'il faut lui apprendre les limites. Mais je n'avais pas écouté. J'avais continué à céder, à donner, à excuser. À l'adolescence, Cyril avait volé de l'argent dans mon sac. 200 francs. Une somme importante à l'époque. Philippe voulait le punir sévèrement, l'obliger à rembourser en faisant des petits travaux. Mais j'avais plaidé sa cause. Il est jeune, il a fait une erreur, il ne recommencera pas. Cyril avait promis, avec des larmes dans les yeux. Pardon, maman, je te jure que je ne le referai plus. Mais il l'avait refait, plusieurs fois. De petites sommes, d'abord, puis de plus grandes. Philippe finissait toujours par le découvrir. Et à chaque fois, je prenais la défense de mon fils. Il traverse une période difficile. Il a 18 ans, Issult. Ce n'est plus un enfant. C'est encore mon bébé. Philippe me regardait avec une tristesse que je ne comprenais pas à l'époque. Tu vas le perdre si tu continues comme ça. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que tu lui apprends qu'il peut tout avoir sans rien donner en retour. Et un jour, il te considérera comme un distributeur automatique, plus comme une mère. Ces mots m'avaient blessé, profondément. Je pensais que Philippe ne comprenait pas l'amour d'une mère, qu'il était trop dur, trop exigeant. Mais maintenant, assise dans mon salon avec la lettre de Camille entre les mains, je comprenais. Philippe avait eu raison. Après la mort de Philippe, j'avais redoublé d'attention envers Cyril. Je voulais compenser l'absence de son père, être à la fois mère et père, donner tout ce dont il avait besoin. Et Cyril avait profité de chaque occasion. Les demandes d'argent étaient devenues plus fréquentes, plus importantes, mais toujours accompagnées de belles promesses. C'est pour un projet, maman. Tu vas voir, je vais réussir et je vais tout te rembourser. Je voulais y croire. J'avais besoin d'y croire. Parce que si je ne croyais pas en mon fils, alors à quoi avait servi toute ma vie? Et maintenant, j'étais là, seule dans cet appartement, avec une lettre qui me révélait que mon fils avait voulu me détruire. Pas par colère,
pas par folie, par calcul, pour l'argent. J'ai pleuré cette nuit-là. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, j'ai vraiment pleuré. Pas des larmes discrètes, pas des sanglots étouffés. Non, j'ai pleuré comme on pleure un mort, comme on pleure la fin de tout. Parce que mon fils était mort, pas physiquement, mais l'idée que j'avais de lui, l'image que je m'étais construite pendant 42 ans. Cette image-là était morte, et avec elle, une partie de moi. Le lendemain matin, j'ai repris le téléphone. J'ai appelé l'officier de police qui avait pris ma déclaration. « Madame Hénin, vous avez du nouveau ?» « Oui, j'ai reçu une lettre. De ma belle-fille. Elle confirme tout. Les substances dans les chocolats. Le plan de mon fils. Vous avez conservé cette lettre ? Oui ? Bien. Pouvez-vous passer au commissariat ? Nous allons l'ajouter à votre dossier. J'arrive. Au commissariat, on m'a fait asseoir dans une petite salle d'interrogatoire. L'officier était jeune. Trop jeune, peut-être, pour comprendre ce que je vivais. Il a lu la lettre attentivement. C'est une preuve importante. Mais pour ouvrir une enquête pénale, il nous faudrait plus. Quoi, par exemple ? Les chocolats, ou un rapport médical de votre belle-fille prouvant qu'elle a été intoxiquée. Je n'ai pas les chocolats, et mon fils l'a emmené. Je ne sais pas où. Alors, c'est compliqué. Mais la lettre est importante. Mais sans preuve matérielle, votre fils pourra toujours nier, dire que sa femme a inventé tout ça, qu'elle était confuse, malade. Donc, vous ne pouvez rien faire ? Je n'ai pas dit ça. Nous allons ouvrir une enquête pour abus de faiblesse, comme prévu. Avec les documents de votre notaire, nous avons de quoi travailler. Mais pour l'empoisonnement, il a hésité. Franchement, madame, sans les chocolats, c'est votre parole contre la sienne. Je suis rentrée chez moi, épuisée. La justice était lente, compliquée, insuffisante, mais j'avais au moins fait ce que je pouvais. Les jours ont passé, 1 semaine, puis 2. Cyril ne donnait aucun signe de vie. Camille non plus. J'avais l'impression de vivre dans un vide, un silence assourdissant. Et puis, un matin, j'ai reçu un coup de fil de maître Beaumont. « Madame Hénin, il faut que vous veniez. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Votre fils. Il a engagé un avocat. » Mon cœur a bondi. Pourquoi faire ? Il vous accuse. Il m'accuse. De quoi ? D'être inapte à gérer vos biens. Il demande une mise sous tutelle. Le monde s'est arrêté. Pardon ? Il a déposé une requête au tribunal, avec un certificat médical. Quel certificat médical ? Je n'ai vu aucun médecin. Justement, c'est ce que je lui ai dit. Mais il prétend que vous refusez de vous faire soigner, que vous êtes dans le déni. C'est de la folie. Je sais, mais il faut qu'on se prépare. Le tribunal va vous convoquer. Il faudra prouver que vous êtes parfaitement lucide. Comment on fait ça ? Avec une expertise médicale indépendante. Je vais vous trouver un psychiatre de confiance. J'ai raccroché, le souffle coupé. Cyril ne s'était pas enfui par peur. Il s'était enfui pour mieux m'attaquer. Et maintenant, il revenait, avec des avocats, des certificats, des mensonges. Il revenait pour finir ce qu'il avait commencé. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? L'expertise psychiatrique a eu lieu 3 jours plus tard, dans un cabinet médical du 15e arrondissement. Le docteur Lemoine était une femme d'une 50aine d'années. Cheveux courts, lunettes rectangulaires, une voix douce mais ferme. Maître Beaumont m'avait dit qu'elle était une des meilleures de Paris, qu'elle ne se laissait pas influencer, qu'elle cherchait la vérité. J'en avais besoin. De vérité. Madame Hénin, asseyez-vous. Le cabinet était lumineux. Des plantes vertes près de la fenêtre, des tableaux abstraits au mur. Une odeur de lavande flottait dans l'air. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Oui. Mon fils prétend que je ne suis plus capable de gérer ma vie. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il ment. Elle a noté quelque chose dans son carnet. Racontez-moi ce qui s'est passé. Prenez votre temps. Alors, j'ai raconté. Tout. Depuis le début. Les chocolats. Le cri de Cyril au téléphone. L'état de Camille. Les 2 millions disparus. Le mandat automatique. La lettre. La requête en tutelle. Le docteur Lemoine m'écoutait sans m'interrompre. Son visage restait neutre, professionnel. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo. Vous vous souvenez du jour où vous avez signé ce mandat de prélèvement automatique ? Non. Enfin, vaguement. Cyril était venu. Il avait des papiers. Il m'a dit que c'était pour simplifier les choses. Vous avez lu les papiers avant de signer ? J'ai hésité. Je crois. Mais Cyril m'expliquait en même temps. Il parlait vite. Je me sentais un peu perdue. Perdue comment ? Je ne sais pas. Fatiguée. Il y avait tellement de chiffres, de termes juridiques. Vous prenez des médicaments ? Pour la tension. Et pour le cholestérol. Rien d'autre. Pas de somnifères ? D'anxiolytiques ? Non.
Vous avez des troubles de la mémoire? Pas plus qu'une femme de mon âge. J'oublie parfois où j'ai mis mes lunettes, ou le nom d'un acteur, mais rien de grave. Vous sortez seul? Vous faites vos courses? Oui. Je vais au marché 2 fois par semaine. Je vais chez le coiffeur. Je me promène au Luxembourg. Vous gérez votre budget? Jusqu'à ce que mon fils m'en dépossède, oui. Le docteur Lemoine a souri légèrement. Vous avez de l'humour. C'est bon signe. Elle m'a fait passer une série de tests, des questions sur la date, le lieu, le nom du président, des calculs simples, des mots à mémoriser puis à répéter, des dessins à reproduire. J'ai répondu sans difficulté. À la fin, elle a refermé son carnet. Madame Hénin, je vais être claire avec vous. Mon cœur s'est serré. Vous êtes parfaitement lucide. Votre mémoire est excellente pour votre âge. Vous n'avez aucun signe de démence, de confusion ou d'altération de vos facultés cognitives. J'ai senti mes épaules se détendre. Une vague de soulagement m'a envahi. Merci. Mais, il y avait un mais. Mais, je pense que vous avez été manipulé, psychologiquement, sur une longue période. Manipulé? Oui. Ce que vous décrivez, les demandes d'argent progressives, les remarques sur votre santé mentale, l'isolement graduel, ce sont des techniques classiques de manipulation. On appelle ça de l'emprise. Ce mot, emprise. Mon fils avait une emprise sur moi, pas au sens pathologique, mais il a utilisé votre amour maternel contre vous. Il a exploité votre culpabilité, votre peur de le perdre, votre besoin de bien faire. J'ai baissé les yeux. Donc c'est ma faute. Non, ce n'est pas votre faute. Vous avez été victime. Mais maintenant, vous avez pris conscience, et c'est le plus important. Elle a posé sa main sur la mienne. Je vais rédiger un rapport très clair. Vous êtes pleinement capable de gérer vos affaires. La demande de tutelle de votre fils n'a aucun fondement médical. Je suis sortie du cabinet avec le sentiment d'avoir gagné une bataille. Pas la guerre, mais une bataille. Maître Beaumont m'attendait sur un banc, près de l'entrée. Alors, elle dit que je vais bien. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et maintenant? Maintenant, on attend l'audience. Le juge va examiner le rapport du docteur Lemoine et celui du médecin que votre fils a consulté. Le médecin qui m'a vu sans me voir? Exactement. Et croyez-moi, ça ne va pas jouer en sa faveur. L'audience était fixée 3 semaines plus tard, au tribunal judiciaire de Paris. Ces 3 semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Je ne dormais presque plus. Je mangeais à peine. Je tournais en rond dans mon appartement, ressassant chaque détail, chaque moment. Maria s'inquiétait. « Vous maigrissez, Madame Hénin. Il faut manger. Je n'ai pas faim. Ce procès vous ronge. Ce n'est pas le procès. C'est l'idée que mon fils va se tenir devant un juge et dire que je suis folle. Mais vous ne l'êtes pas. Je sais. Mais lui, il le croit. Ou il veut le faire croire. » Maria a posé une main sur mon épaule. La vérité finit toujours par éclater. Je voulais la croire, mais j'avais peur. La veille de l'audience, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire où je gardais les photos de famille, des dizaines de photos. Cyril bébé, Cyril enfant, Cyril adolescent, Cyril le jour de son mariage. Je les ai regardées une par une, cherchant dans ces visages l'indice que j'avais manqué, le signe avant-coureur de ce qu'il allait devenir. Mais je ne voyais qu'un enfant, mon enfant, et cette pensée me brisait le cœur. Le jour de l'audience, je me suis levée à l'aube. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Un tailleur gris anthracite, un chemisier blanc, des escarpins noirs, un collier de perles que Philippe m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Je voulais avoir l'air digne, respectable, saine d'esprit. Maître Beaumont est venu me chercher à 9 heures. Dans la voiture, il m'a briefé. Le juge va vous poser des questions. Répondez calmement. Soyez précise. Ne vous laissez pas déstabiliser. Et Cyril, il sera là, avec son avocat. Je vais devoir le voir? Oui, j'ai fermé les yeux. Je ne sais pas si j'en suis capable. Vous en êtes capable. Vous êtes venu jusqu'ici. Vous irez jusqu'au bout. Le tribunal était un bâtiment imposant. Des colonnes en pierre. Des escaliers interminables. Des couloirs qui résonnaient sous nos pas. On m'a fait attendre dans une petite salle attenante à la salle d'audience. Maître Beaumont relisait ses notes. Moi, je fixais le mur. À 10 heures précises, on nous a appelés. J'ai poussé la porte, et je l'ai vu. Cyril était assis à une table, à gauche de la salle. Il portait un costume sombre, une cravate bleue, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il avait l'air normal, respectable, inquiet même. À côté de lui, son avocat, un homme d'une 40aine d'années, en costume 3 pièces. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois depuis toute cette histoire, j'ai vu quelque chose dans ses yeux.
Pas de la honte, pas du regret, du calcul. Il jouait un rôle, le fils dévoué, le fils inquiet pour sa mère vieillissante. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, lunettes fines, une voix posée mais autoritaire. Madame Hénin, approchez. Je me suis avancée. Mes jambes tremblaient. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, madame la juge. Mon fils demande ma mise sous tutelle. Et vous contestez cette demande? Absolument. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'ai pris une grande inspiration. Parce que je suis parfaitement capable de gérer ma vie. Mon fils prétend le contraire parce qu'il veut avoir accès à mon argent. L'avocat de Cyril s'est levé. Objection, madame la juge. Cette accusation est diffamatoire. Mon client agit uniquement dans l'intérêt de sa mère. La juge a levé la main. Maître, asseyez-vous. J'ai lu les 2 rapports psychiatriques. Elle a ouvert un dossier devant elle. Le rapport du docteur Lemoine est très clair. Madame Hénin est lucide, cohérente et pleinement capable de discernement. Mais madame la juge, je n'ai pas terminé, maître. Elle s'est tournée vers Cyril. Monsieur Moreau, pouvez-vous m'expliquer comment votre mère a été examinée par le docteur Garnier, alors qu'elle affirme ne l'avoir jamais rencontré? Cyril a pâli légèrement. Le docteur Garnier est notre médecin de famille. Il connaît ma mère depuis des années. Connaître quelqu'un et l'examiner sont 2 choses différentes. Il l'a vue plusieurs fois. Quand? Je ne me souviens pas des dates exactes. La juge a refermé le dossier d'un geste sec. Monsieur Moreau, le certificat médical que vous avez fourni est basé sur des observations indirectes et anciennes. Il n'a aucune valeur légale dans le cadre d'une demande de mise sous tutelle. L'avocat de Cyril s'est levé à nouveau. Madame la juge, mon client agit de bonne foi. Sa mère a fait des virements importants sans raison claire. Elle a changé ses serrures. Elle refuse de le voir. Ce sont des comportements inquiétants. Ou des comportements de quelqu'un qui se protège. La salle est restée silencieuse. La juge s'est tournée vers moi. Madame Hénin, pourquoi avez-vous changé vos serrures? Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur de mon fils. Cyril a secoué la tête. Maman, s'il te plaît, ne m'appelle pas maman. Ma voix a claqué dans la salle comme un coup de feu. La juge m'a regardé intensément. Expliquez-vous. Alors j'ai tout dit. Les chocolats, le cri au téléphone, l'état de Camille, les 2 millions disparus. Le mandat que je ne me souvenais pas avoir signé clairement. La lettre de Camille. À chaque phrase, l'avocat de Cyril tentait d'intervenir. Mais la juge le faisait taire d'un geste. Quand j'ai terminé, le silence était assourdissant. La juge a feuilleté le dossier longuement. Puis elle a enlevé ses lunettes. « Monsieur Moreau, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Cyril s'est levé. Sa voix était tremblante. « Ma mère va mal. Elle imagine des choses. Elle croit que je veux lui faire du mal. Mais tout ce que je veux, c'est la protéger. La protéger contre qui? Contre elle-même. En la plaçant sous tutelle? Oui. Et en devenant son tuteur, vous auriez accès à l'intégralité de son patrimoine. Ce n'est pas pour l'argent. Alors pourquoi? Il n'a pas répondu. La juge a remis ses lunettes. Voici ma décision. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Madame Hénin est pleinement capable de gérer ses affaires. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. En revanche, elle s'est tournée vers Cyril. Les éléments portés à ma connaissance sont suffisamment graves pour justifier une transmission au procureur de la République. Une enquête sera ouverte pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. L'avocat de Cyril a bondi. Madame la juge, c'est disproportionné. Au contraire, maître, c'est proportionné aux faits. Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Je suis sortie du tribunal dans un état second. Maître Beaumont me soutenait par le bras. Vous avez gagné, madame Hénin. J'ai gagné quoi? Votre liberté. Mais j'ai perdu mon fils. Il n'a rien répondu, parce qu'il savait que c'était vrai. Dehors, sur les marches du tribunal, Cyril m'attendait. Il était seul. Son avocat était parti. Maman, ne m'appelle plus comme ça. S'il te plaît, écoute-moi. Il n'y a rien à écouter. Je suis désolée. Ces mots sont sortis de sa bouche, mais ils sonnaient faux, vides. Tu es désolée? Oui. Désolée de quoi? D'avoir essayé de m'empoisonner? Ou désolée d'avoir échoué? Il a baissé les yeux. Je ne voulais pas... Tu ne voulais pas quoi? Me tuer? Non, bien sûr. Tu voulais juste me voler ma vie, me faire passer pour folle, m'enfermer, prendre mon argent. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Il ne répondait pas. Regarde-moi, Cyril. Il a levé les yeux. Et dans son regard, j'ai vu la vérité. Il n'était pas désolé. Il était juste furieux d'avoir perdu. Je me suis détournée. Maître Beaumont m'attendait près de la voiture. Maman, attends. Adieu, Cyril.
Tu ne peux pas me faire ça. Je me suis retournée une dernière fois. C'est toi qui m'as fait ça. Et je suis partie. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été étranges, comme une parenthèse suspendue entre deux vies. J'avais gagné devant le juge. Mon autonomie était reconnue. Mon fils était sous enquête. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais rien ne s'arrêtait vraiment. Parce qu'une mère ne cesse pas d'être mère du jour au lendemain. Même quand son fils a essayé de la détruire. Les premiers jours, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Je suis allée au marché. J'ai retrouvé mes habitudes, mes promenades au Luxembourg, mes lectures près de la fenêtre. Mais tout avait changé. Les rues que je connaissais par cœur me semblaient différentes. Les visages des commerçants aussi. Comme si j'avais traversé un pays étranger et que je revenais transformée. Maria l'avait remarqué. « Vous êtes ailleurs, Madame Hénin. »« Je sais, c'est normal. Vous avez vécu quelque chose de terrible. »« Terrible. Oui, c'est le mot. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Mais vous avez survécu. C'est ce qui compte. Survécu. Pas vécu. Survécu. » Un matin, j'ai reçu un appel de l'officier de police qui avait pris ma plainte. « Madame Hénin, je voulais vous tenir informée. L'enquête avance. Qu'avez-vous trouvé? Nous avons saisi l'ordinateur de votre fils. Et son téléphone. » Mon cœur s'est serré. Et on a trouvé des traces. Des recherches Internet sur des substances sédatives. Des commandes sur des sites étrangers. Des messages avec sa femme. Camille savait? C'est difficile à dire. Certains messages suggèrent qu'elle était au courant. D'autres non. Elle semble avoir découvert progressivement. Où est-elle maintenant? Nous l'avons convoquée. Elle a accepté de témoigner. Témoigner? Oui, contre votre fils. J'ai fermé les yeux. Camille, cette jeune femme que j'avais crue complice, puis victime. Et maintenant, témoin. Elle va bien? Physiquement, oui. Elle a récupéré. Mais psychologiquement, c'est compliqué. Je comprends. Il y a autre chose. Quoi? Votre fils a aussi été placé en garde à vue pour interrogatoire. Mon sang s'est glacé. Quand? Ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu besoin de sortir. Immédiatement. Comme si les murs de mon appartement se refermaient sur moi. J'ai marché. Sans but. Sans direction. Mes pas m'ont mené vers le jardin du Luxembourg. C'était un jour d'avril. Le soleil brillait. Les arbres bourgeonnaient. Les enfants jouaient près du bassin. La vie continuait. Comme si rien ne s'était passé. Je me suis assise sur un banc. Mon banc. Celui où je venais depuis 40 ans. Philippe s'asseyait à côté de moi. On regardait les gens passer. On parlait de tout et de rien. « Qu'est-ce que tu ferais, Philippe ?» J'ai posé la question à voix haute, comme s'il pouvait m'entendre. « Tu avais raison. Tu m'avais prévenu. Et je ne t'ai pas écouté. Le vent a fait bruisser les feuilles. Un enfant a ri près du bassin. J'aurais dû être plus forte, plus exigeante, moins faible. Mais même en disant ces mots, je savais qu'ils n'étaient pas tout à fait justes, parce qu'aimer n'est pas être faible. Donner n'est pas être faible. Ce qui était faible, c'était d'avoir fermé les yeux, d'avoir accepté l'inacceptable, d'avoir excusé l'inexcusable. 3 jours plus tard, Camille m'a appelé. Sa voix était différente, plus grave, plus fatiguée. « Iseult? Oui, c'est moi. J'ai besoin de vous voir. Tu veux venir ici? Non, pas chez vous. Quelque part de neutre. Où? Au café de Flore. Demain, 15 heures. D'accord. Merci. » Elle a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Le lendemain, j'étais au café de Flore à 14h45. J'avais besoin d'arriver en avance, de me préparer. La terrasse était bondée. Des touristes, des étudiants, des couples. J'ai trouvé une table à l'intérieur, près de la fenêtre. À 15 heures précises, Camille est arrivée. Elle avait changé, maigrie. Ses cheveux blonds avaient perdu leur éclat. Des cernes noires creusaient de ses yeux. Elle portait un jean et un pull gris. Plus rien de la jeune femme élégante que j'avais connue. « Iseult, Camille, assieds-toi. » Elle s'est assise lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Le serveur est venu. Elle a commandé un thé. Moi, un café. Pendant un long moment, nous sommes restées silencieuses. Puis elle a parlé. « Je suis désolée. » « De quoi? » « De tout. De ne pas avoir su. De ne pas avoir agi plus tôt. Sa voix s'est brisée. « Camille, est-ce que tu savais? Pour les chocolats ?» Elle a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Au début, non, je vous le jure. Je ne savais rien. Et après? Après, j'ai trouvé des choses. Sur son ordinateur. Des recherches. Des commandes. J'ai confronté Cyril. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était pour votre bien. Que vous n'étiez plus capable de gérer vos affaires. Que vous alliez tout perdre si on n'agissait pas. Et tu l'as cru? Elle a baissé les yeux. Je ne savais plus quoi croire.
Il était tellement convaincant. Il me répétait que vous étiez confuse, que vous inventiez des choses, que c'était l'âge. Mais tu es venu me voir. Tu as vu que j'allais bien? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à douter. Mais Cyril me disait que c'était normal, que les personnes âgées ont des moments de lucidité, puis des moments d'égarement. Il te manipulait. Je sais, maintenant. Je sais. Le serveur a apporté nos boissons. Camille a enroulé ses mains autour de la tasse comme pour se réchauffer. Quand j'ai mangé les chocolats, elle s'est interrompue. Une larme a coulé sur sa joue. J'ai cru que j'allais mourir. Les vertiges, les nausées, la confusion. Je ne savais plus où j'étais. Qui j'étais? Cyril t'a emmené voir un médecin? Oui, mais il a menti au médecin. Il a dit que j'avais mangé des huîtres la veille, que c'était une intoxication alimentaire. Le médecin ne s'est douté de rien? Non. Il m'a mise sous perfusion. Il a dit que ça passerait. Et effectivement, en quelques jours, je me suis sentie mieux. Mais tu savais? Oui, je savais. Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? J'avais peur. Cyril me surveillait. Il avait pris mon téléphone. J'ai réussi à t'écrire cette lettre quand il est sorti faire des courses. Puis je l'ai glissée sous ta porte quand il pensait que je dormais. Tu as pris un risque énorme. Je devais le faire. Pour vous. Pour moi. Camille a bu une gorgée de thé. Ses mains tremblaient. Iseult, il faut que vous sachiez quelque chose. Quoi? Cyril, il ne va pas s'arrêter. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enquête, le tribunal, tout ça. Il ne l'accepte pas. Il pense qu'il a raison, que tout le monde se trompe. Sauf lui, il est sous enquête. Il ne peut plus rien me faire. Vous ne le connaissez pas comme moi. Quand il veut quelque chose, il ne lâche rien. Jamais. Tu as peur de lui? Oui. Alors quitte-le. C'est ce que je fais. Je suis retournée chez mes parents. J'ai demandé le divorce. Bien. Mais Iseult, elle m'a regardé droit dans les yeux. Faites attention. S'il vous plaît. Nous sommes restés encore 1 heure. Elle m'a raconté des choses que je ne voulais pas entendre. Comment Cyril était devenu de plus en plus obsédé par l'argent. Comment il avait tout dépensé. Comment il lui avait menti, à elle aussi. Comment il lui avait fait croire qu'ils allaient enfin réussir. Qu'ils allaient être riches, heureux. Il rêvait de grandeur, disait Camille. Mais il n'avait aucun talent, aucune discipline, juste des idées, et la conviction que le monde lui devait quelque chose. Et il pensait que ce quelque chose, c'était mon argent. Oui, en quittant le café, Camille m'a embrassée. Prenez soin de vous. Toi aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, merci. Mais je pense qu'on a toutes les deux besoin de tourner la page. Elle a hoché la tête. Puis elle est partie. Je l'ai regardée s'éloigner dans la rue. Une silhouette fragile, brisée. Une autre victime de mon fils. Les semaines ont passé. L'enquête avançait. Maître Beaumont me tenait informé. Ils ont des preuves solides. Les recherches Internet, les commandes, les messages, les virements. Tout concorde. Qu'est-ce qui va se passer? Un procès. Probablement dans 6 mois. 1 an. Et en attendant, vous vivez. Vous reprenez votre vie. Reprendre ma vie. Comme si c'était simple. Un soir, j'étais assise dans mon salon. La nuit tombait. Les lumières de Paris s'allumaient une à une. Et soudain, j'ai entendu un bruit. Un bruit dans la serrure. Quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Le bruit a continué. Insistant. Métallique. Puis, une voix. Étouffée. Furieuse. « Ouvre cette porte, Cyril. Va-t'en. Ouvre, on doit parler. Je n'ai rien à te dire. Tu m'as détruit. Tu m'as pris ma vie. C'est toi qui as essayé de prendre la mienne. » Il a frappé la porte, fort. Plusieurs coups violents qui ont résonné dans tout l'appartement. « Tu es ma mère. Tu es censée m'aider, me soutenir. Pas au prix de ma vie. Tu es folle. Complètement folle. » J'ai composé le numéro de la police. « Police secours, j'écoute. Mon fils est devant ma porte. Il essaie d'entrer. J'ai peur. Restez à l'intérieur. Ne bougez pas. On envoie une patrouille. » Les coups ont continué. Puis, ils se sont arrêtés brusquement. J'ai entendu des pas. Puis plus rien. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Ils ont fouillé l'immeuble. Cyril était parti. « On va renforcer la surveillance, madame. Et on va l'avertir. S'il revient, il sera arrêté. Merci. » Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain, Maître Beaumont m'a appelé. Il faut demander une ordonnance de protection. Une ordonnance? Oui, pour interdire à votre fils de vous approcher. Il en est vraiment là? Madame Hénin, votre fils est imprévisible et potentiellement dangereux. Il faut vous protéger. D'accord, faites-le. L'ordonnance a été accordée 3 jours plus tard.
Cyril n'avait plus le droit de m'approcher à moins de 100 mètres, plus le droit de m'appeler, plus le droit de me contacter de quelque façon que ce soit. C'était surréaliste. Mon propre fils, interdit de me voir. Et puis, un matin, j'ai reçu un appel de l'officier de police. « Madame Hénin, il y a du nouveau. »« Quoi ? Votre fils a été arrêté. » Mon cœur s'est arrêté. « Pourquoi ? » « Violation de l'ordonnance de protection. Il a essayé de vous suivre hier après-midi. Une voisine nous a prévenus. Je me souvenais. J'étais allée au marché. J'avais senti une présence. Mais je m'étais dit que c'était mon imagination. Il est en garde à vue. Qu'est-ce qui va se passer ? Il passera devant le juge. Probablement une peine d'emprisonnement. Courte, mais c'est un avertissement. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, de soulagement. Parce que pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Parce que la vie, elle, n'avait pas fini de lui rendre ce qu'il avait semé. Cyril a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour violation de l'ordonnance de protection. 2 mois, avec sursis. Cela voulait dire qu'il ne serait pas incarcéré. Pas pour l'instant. Mais qu'à la moindre nouvelle violation, il le serait. Le juge lui avait parlé d'un ton sévère. « Monsieur Moreau, vous avez gravement enfreint une décision de justice. Votre comportement est inacceptable. Vous allez suivre une obligation de soins psychiatriques. Et si vous approchez votre mère à nouveau, vous irez en prison. C'est clair ? » J'étais là, au fond de la salle d'audience. Cyril ne m'avait pas regardé. Pas une seule fois. Quand le juge avait prononcé la sentence, j'avais vu ses épaules s'affaisser, légèrement. Comme si quelque chose en lui venait de se briser. Mais ce n'était pas du regret. C'était de la défaite. Les mois ont passé. Lentement, péniblement. Le procès pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie avançait. Maître Beaumont me tenait informé de chaque étape. Les preuves sont accablantes. L'enquête a révélé que votre fils a dépensé près de 2 millions d'euros en 5 ans. En quoi ? Voyages, restaurants, vêtements de luxe, voitures de location, casino aussi. Casinos ? Oui, il avait des dettes de jeu. Importantes. Mon cœur s'est serré. Mon fils jouait. Mon fils avait des dettes. Et je n'avais rien vu. Il y a autre chose. Quoi ? Il a tenté de souscrire des crédits en votre nom. Pardon ? Avec votre signature. Falsifiée. Les banques ont refusé parce que les documents n'étaient pas complets. Mais l'intention était là. J'ai fermé les yeux. Jusqu'où était-il allé ? Jusqu'où était-il prêt à aller ? Le procureur demande 3 ans de prison ferme. 3 ans. Ces mots flottaient dans l'air comme une sentence divine. Le procès a eu lieu en septembre, un mardi matin, dans une salle du tribunal correctionnel de Paris. J'y suis allé. Pas parce que je le voulais, mais parce que je devais. Pour moi. Pour fermer ce chapitre. La salle était petite, impersonnelle, des bancs en bois, une estrade pour les juges, une odeur de vieux papier et de désinfectant. Cyril était là, assis entre 2 gendarmes. Il portait un costume gris. Ses cheveux avaient blanchi aux tempes. Il avait maigri. Ses joues étaient creuses. Il m'a vu entrer. Nos regards se sont croisés, pour la première fois depuis des mois. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Du vide. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Chaque mot était un coup de poignard. Abus de faiblesse sur personne vulnérable. Tentative d'escroquerie. Faux et usage de faux. Violence psychologique. Tentative d'empoisonnement ? Oui, tentative d'empoisonnement. Les analyses des substances commandées par Cyril avaient révélé qu'il s'agissait de benzodiazépines à haute dose, suffisamment pour provoquer une confusion sévère, une désorientation, des pertes de mémoire. Si Madame Hénin avait consommé ces chocolats sur plusieurs jours, comme prévu, elle aurait été dans un état second, incapable de discernement. Elle aurait pu être placée sous tutelle sans difficulté. Le procureur s'est tourné vers Cyril. « Vous aviez tout planifié, monsieur Moreau. Vous aviez même contacté une maison de retraite médicalisée. Vous aviez demandé les tarifs, les conditions d'admission. » Cyril baissait la tête. « Tout cela pourquoi ? Pour l'argent. Pour un héritage que vous ne vouliez pas attendre. » L'avocat de Cyril a tenté de plaider les circonstances atténuantes. « Mon client traverse une période difficile. Il a des problèmes financiers, des dettes. Il était désespéré. Être désespéré ne justifie pas de vouloir détruire sa propre mère. Il ne voulait pas la détruire. Il voulait quoi ? La rendre incapable ? La voler ? L'enfermer ? L'avocat n'a rien répondu. Camille m'a témoigné. Elle est arrivée habillée simplement. Un tailleur noir. Pas de maquillage. Ses mains tremblaient quand elle a prêté serment. « Madame Moreau, qu'avez-vous à dire ? J'ai découvert les intentions de mon mari progressivement. D'abord, les demandes d'argent à sa mère, puis les remarques sur sa santé mentale. Puis,
Les chocolats. Vous étiez au courant? Pas au début. Mais j'ai trouvé des preuves, des messages, des recherches, et j'ai confronté Cyril. Qu'a-t-il dit? Que c'était pour son bien, que sa mère n'était plus capable, qu'il fallait agir. Et vous l'avez cru? Au début, oui. Ou je voulais y croire, parce que c'était mon mari. Sa voix s'est brisée. Mais quand j'ai mangé ces chocolats, j'ai compris. Compris quoi? Que mon mari était capable de tout, même du pire. Puis est venu mon tour. Le juge m'a appelé à la barre. « Madame Hénin, vous souhaitez ajouter quelque chose ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Je me suis approchée de la barre. Cyril était à quelques mètres de moi. Je sentais son regard. « Monsieur le Président, je n'ai qu'une chose à dire. Je vous écoute. » Mon fils, ma voix s'est étranglée. J'ai pris une grande inspiration. Mon fils m'a trahi. Il m'a volé. Il a essayé de me détruire. Tout ça pour de l'argent. Le silence dans la salle était absolu. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la trahison. C'est de réaliser que j'ai élevé quelqu'un capable de faire ça. J'ai regardé Cyril. Il avait les yeux baissés. Je me demande où j'ai échoué. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Mais je crois que la vérité, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir un cœur. J'ai marqué une pause. Je veux que justice soit faite, pas par vengeance, mais parce que ce qu'il a fait est grave, et que d'autres personnes âgées pourraient subir la même chose de la part de leurs propres enfants. Merci, Madame Hénin. Je suis retournée m'asseoir. Mes mains tremblaient. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire. Le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu 2 heures. 2 heures interminables. Quand il est revenu, la salle s'est levée. « Monsieur Cyril Moreau, levez-vous. » Cyril s'est levé. Il vacillait légèrement. « Ce tribunal vous reconnaît coupable d'abus de faiblesse aggravée, de tentative d'escroquerie et de mise en danger d'autrui. » Un silence. « Vous êtes condamné à 4 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis probatoire. 4 ans, 2 ans ferme. Cyril allait aller en prison. Vous êtes également condamné à rembourser à Madame Isulte Hénin la somme de 2 400 000 €, avec intérêt. 2 400 000 €. Une somme qu'il n'avait plus, une somme qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et vous êtes interdit de contact avec la victime à vie. À vie. Ces mots résonnaient comme une sentence définitive. Les gendarmes ont emmené Cyril. Il ne m'a pas regardé. Pas un seul instant. Je suis restée assise, immobile. Maître Beaumont a posé sa main sur mon épaule. « C'est fini, Madame Hénin. »« Fini ?» ?»« Oui. » Mais je ne ressentais rien. Ni soulagement, ni satisfaction, ni tristesse. Juste un vide immense. En sortant du tribunal, j'ai vu des journalistes. Ils voulaient m'interviewer. « Madame Hénin, comment vous sentez-vous? Êtes-vous satisfaite du verdict? Allez-vous pardonner à votre fils ?» Maître Beaumont les a écartés. « Qui ami? Madame Hénin ne fera aucune déclaration. » Nous sommes montés dans la voiture. Le chauffeur a démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu le palais de justice s'éloigner. Et avec lui, toute cette histoire. Les semaines ont passé, puis les mois. Cyril était en prison, quelque part en banlieue parisienne. Je ne savais pas exactement où, et je ne voulais pas savoir. Camille m'avait envoyé une carte, une simple carte avec quelques mots. « Merci pour votre courage. Prenez soin de vous. Camille. » Elle avait refait sa vie, loin de Paris, loin de tout ça. Moi, j'essayais de faire de même, de retrouver une vie normale. Mes promenades, mes lectures. Maria venait toujours faire le ménage. On parlait de choses simples, de la météo, des saisons, de ses petits-enfants. Un jour, elle m'a demandé « Vous avez des nouvelles de Monsieur Cyril ?»« Non. Vous pensez à lui ? Tous les jours. C'est normal. C'est votre fils ? Oui, ce sera toujours mon fils. Mais il a fait des choix. Et maintenant, il paie pour ses choix. C'est la vie qui reprend ses droits. Oui, c'est exactement ça. Un après-midi d'hiver, j'ai reçu une lettre. Pas de l'administration, pas d'un avocat, de Cyril. Mon cœur a bondi. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler comme ça. Je sais que je t'ai perdu. Pour toujours. Mais je voulais que tu saches quelque chose. Je ne te demande pas pardon, parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que tu m'as donné, à tout ce que j'ai gâché. Tu avais raison. La vie finit par rendre ce qu'on lui donne. J'ai tout perdu. Ma femme, ma liberté, toi. Et le pire, c'est que je le mérite. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Cyril, j'ai lu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai posée sur la console, à côté de la photo de lui enfant. Cette photo que j'avais sortie le jour où tout avait basculé. J'ai regardé les deux, la lettre,
la photo, le petit garçon que j'avais aimé, l'homme qu'il était devenu. Et j'ai pleuré. Pas pour lui, pas pour moi, pour ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Mais j'ai aussi compris quelque chose ce jour-là, que je ne pouvais pas sauver Cyril, que je n'avais jamais pu, que chacun doit porter le poids de ses propres choix, et que la vie, dans sa sagesse cruelle, se charge toujours de rétablir l'équilibre. Cyril avait tout perdu, sa femme l'avait quitté, ses amis l'avaient abandonné, sa réputation était détruite, les journaux avaient parlé de l'affaire, son nom était sali, il avait voulu ma fortune, il s'était retrouvé avec rien, il avait voulu m'enfermer. C'est lui qui était enfermé. Il avait voulu me voler ma liberté. C'est lui qui avait perdu la sienne. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et moi, dans cette épreuve, j'avais découvert quelque chose que je ne savais pas. Ma propre force, ma capacité à dire non, à me protéger, à survivre. J'avais 70 ans, mais j'étais encore debout, abîmé, blessé, mais debout. Les mois qui ont suivi la condamnation de Cyril ont été étrangement paisibles. Pas une paix joyeuse, pas une paix légère, mais une paix profonde, presque solennelle, comme après une tempête qui a tout ravagé et qui laisse derrière elle un silence absolu. J'avais recommencé à vivre, vraiment vivre, pas survivre, vivre. Un matin de printemps, j'ai décidé de retourner à Deauville. Je n'y étais pas allée depuis la mort de Philippe. La maison était restée fermée toutes ces années. Je payais quelqu'un pour l'entretien, mais je n'avais jamais eu le courage d'y retourner. Trop de souvenirs. Trop de fantômes. Mais ce jour-là, j'ai senti que c'était le moment. J'ai pris le train, 2 heures de voyage à travers la campagne normande, les champs verts, les pommiers en fleurs, le ciel immense. En arrivant à la gare de Deauville, j'ai pris un taxi. Le chauffeur était bavard. « Vous venez pour les vacances ?»« Non, je vais chez moi. »« Ah, vous habitez ici ?»« Autrefois, oui. Il y a longtemps. C'est beau, Deauville. »« Oui, c'est beau. » La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Une villa normande à colombages, des volets bleus, un petit jardin qui descendait vers la plage. On entendait la mer, même de loin. J'ai ouvert la porte. Une odeur de renfermé m'a accueilli. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais s'est engouffré, l'air salé de la mer. J'ai parcouru les pièces lentement. Le salon avec la grande cheminée, la cuisine avec la table en bois massif où nous prenions le petit déjeuner, la chambre où Philippe et moi dormions, la petite chambre où Cyril passait ses étés. Chaque pièce était un souvenir. Dans la chambre de Cyril, j'ai trouvé des choses qu'il avait laissées. Des livres d'enfants. Des coquillages ramassés sur la plage. Un cerf-volant cassé. Des dessins épinglés au mur. Un dessin en particulier a attiré mon attention. C'était un dessin de nous trois. Philippe, moi, Cyril. On se tenait par la main. Le soleil brillait. On souriait. En dessous, écrit en lettres maladroites. Ma famille. Je vous aime. Il avait 7 ans quand il avait fait ce dessin. J'ai détaché le dessin du mur. Je l'ai tenu entre mes mains. Mes larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Où était passé cet enfant? Comment était-il devenu l'homme qui avait essayé de me détruire? Je suis descendu sur la plage. Le vent soufflait fort. Les vagues se brisaient contre le sable. J'ai marché longtemps, seul, perdu dans mes pensées. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai parlé à Philippe, à voix haute. Tu avais raison, mon amour. Tu m'avais prévenu. Tu me disais que je le gâtais trop, que je ne lui apprenais pas les limites. Le vent emportait mes mots. J'aurais dû t'écouter, mais je pensais que l'amour suffisait, que si je l'aimais assez fort, il deviendrait quelqu'un de bien. Une vague a éclaboussé mes pieds. Mais l'amour sans limite ne construit pas. Il détruit. J'ai fermé les yeux. Pardon. Pardon de ne pas avoir été plus forte, plus exigeante. Et là, pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti Philippe. Pas physiquement, mais d'une autre façon. Comme une présence. Une chaleur. Et j'ai su, dans mon cœur, qu'il ne m'en voulait pas, qu'il n'y avait rien à pardonner, que j'avais fait ce que je pensais être juste, avec tout l'amour dont j'étais capable. Je suis restée à Deauville 3 jours, 3 jours à marcher sur la plage, à respirer l'air marin, à me souvenir, à pleurer, à guérir. Le dernier jour, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai appelé une agence immobilière. Je voudrais mettre ma maison en vente. Très bien, madame. Quand pouvons-nous venir la visiter? Demain, si possible. Vendre la maison n'était pas un geste de colère. Ce n'était pas pour effacer les souvenirs. C'était pour avancer. Cette maison appartenait au passé, à une vie qui n'existait plus, à une famille qui s'était brisée. Il était temps de lâcher prise. De retour à Paris, j'ai commencé à faire le tri dans mon appartement. Pas pour déménager, mais pour alléger. J'ai donné des vêtements, des livres,
des objets que je gardais sans raison, des choses qui appartenaient à Philippe, des choses qui appartenaient à Cyril. À chaque objet que je donnais, je sentais un poids s'envoler. Maria me regardait avec inquiétude. « Vous êtes sûre, Madame Hénin ?»« Oui, très sûre. Mais ce sont des souvenirs. Les souvenirs sont dans mon cœur, pas dans les objets. » Un après-midi, en rangeant, j'ai trouvé une boîte au fond d'un placard, une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des lettres. Des lettres que Cyril m'avait écrites quand il était jeune. J'en ai ouvert une au hasard. « Chère maman, je suis en classe verte à la montagne. C'est trop bien. On a fait une randonnée et j'ai vu un aigle. Maître Dupont dit que c'est rare. Tu me manques. Papa aussi. J'ai hâte de rentrer pour vous raconter tout. Je t'aime très fort. Cyril. » Cette lettre avait été écrite il y a plus de 30 ans, par un enfant de 10 ans, un enfant innocent, un enfant qui aimait sa mère. Qu'est-ce qui s'était passé entre cet enfant et l'homme qu'il était devenu? J'ai continué à lire les lettres, une à une. Elles racontaient une enfance heureuse, des rêves, des projets, de l'amour. Et puis, progressivement, le ton avait changé. Les lettres étaient devenues plus courtes, plus distantes, plus intéressées. « Maman, j'ai besoin d'argent pour un projet d'école. » « Maman, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? J'ai des factures à payer. »« Maman, sans ton aide, je ne vais pas y arriver. » Et moi, à chaque fois, j'avais dit oui. J'ai refermé la boîte et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas échoué en tant que mère. J'avais aimé, profondément, sincèrement. Mais Cyril, lui, avait fait des choix qui n'appartenaient qu'à lui. Et ces choix avaient des conséquences que lui seul devait porter. 6 mois après le procès, j'ai reçu une autre lettre de Cyril. Cette fois, je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai posée sur la console, à côté de la première, à côté de la photo, et je l'ai regardée pendant plusieurs jours. Finalement, j'ai décidé de l'ouvrir. « Maman, je ne sais pas si tu lis mes lettres. Je ne sais même pas si tu les ouvres, mais j'ai besoin de t'écrire. Même si tu ne réponds jamais. La prison change un homme. Pas parce qu'elle le rend meilleur, mais parce qu'elle le force à se regarder en face. Et ce que je vois, maman, c'est un monstre, un homme qui a tout pris, tout détruit, pour rien. Je ne te demande toujours pas pardon, parce que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je pense à toi tous les jours, que je regrette, que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Prends soin de toi, maman. Cyril, j'ai relu cette lettre plusieurs fois. Il y avait de la sincérité dans ces mots, de la douleur, du regret. Mais cela suffisait-il? Le regret pouvait-il effacer ce qu'il avait fait? J'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai écrit « Cyril, je lis tes lettres et je comprends ton regret. Mais tu dois comprendre quelque chose, toi aussi. Ce que tu as fait m'a brisé, pas financièrement, pas physiquement, mais intérieurement. Tu as brisé la confiance, tu as brisé l'amour, tu as brisé ce lien sacré entre une mère et son fils. Je ne peux pas te pardonner, pas maintenant, peut-être jamais. Mais je te souhaite de trouver la paix, avec toi-même. La vie t'a donné ce que tu lui as donné. C'est la loi du karma, c'est la loi de la justice. Accepte-le, apprends-en, et deviens meilleur. Pas pour moi, pour toi. Iseult. J'ai posté cette lettre le lendemain, et quelque chose en moi s'est apaisé. Je n'avais pas pardonné, mais j'avais lâché prise. Les mois ont continué à passer. J'ai vendu la maison de Deauville. L'argent a été placé sur un compte que je ne toucherai jamais. Je l'avais destiné à une association qui aide les personnes âgées victimes d'abus familiaux, parce que je savais que je n'étais pas la seule, qu'il y avait d'autres femmes, d'autres hommes, qui vivaient ce que j'avais vécu, et si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une personne, alors tout cela aurait eu un sens. Un jour, j'ai appris que Camille s'était remariée, avec un homme gentil, m'avait-on dit, un professeur d'université. Elle vivait à Lyon, elle était heureuse. J'étais contente pour elle, elle méritait d'être heureuse. Elle aussi avait été victime. Et Cyril purgeait sa peine, loin de Paris, loin de moi. J'avais entendu dire qu'il travaillait à la bibliothèque de la prison, qu'il lisait beaucoup, qu'il était calme. Peut-être changeait-il, peut-être pas. Ce n'était plus mon problème. Un soir, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de Paris s'allumer une à une. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. J'avais failli tout perdre, ma liberté, ma dignité, ma vie, mais j'avais survécu. Plus que ça, j'avais appris que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi des limites, de la fermeté, du respect de soi. J'avais appris que dire non n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de protection. J'avais appris que la vie rend toujours ce qu'on lui donne, tôt ou tard.
d'une façon ou d'une autre. Elle m'avait traité de folle, elle m'avait sous-estimée. Des années plus tard, c'est lui qui avait tout perdu. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et moi, dans cette épreuve, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Moi-même, ma force, ma valeur, mon droit d'exister sans me sacrifier. Ce soir-là, j'ai sorti la photo de Cyril enfant. Je l'ai regardé longuement, et j'ai dit adieu. Pas à l'enfant qu'il avait été, mais à l'illusion que j'avais entretenue. L'illusion que je pouvais le sauver, le changer, le racheter. Il était le seul à pouvoir faire ça, s'il le voulait, s'il en était capable. J'ai rangé la photo dans un tiroir, avec les lettres, avec le dessin de Deauville, des souvenirs que je gardais, mais qui n'avaient plus de pouvoir sur moi. 2 ans ont passé depuis le procès, 2 ans pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, pièce par pièce, jour après jour. Ce n'était pas facile. Certains matins, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, une tristesse sans nom, le fantôme de ce qui aurait pu être. Mais ces matins-là devenaient de plus en plus rares. J'avais 72 ans maintenant. Mes cheveux avaient encore blanchi, mes rides s'étaient creusées, mais quelque chose en moi avait rajeuni. Mon regard, peut-être, ou mon âme. J'avais traversé l'enfer, et j'en étais sortie vivante. Un jour, Maria m'a demandé « Vous êtes heureuse, Madame Hénin ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Heureuse, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais je suis en paix, et c'est peut-être mieux que le bonheur. Comment ça? Le bonheur, c'est fragile. Ça dépend des autres, des circonstances. Mais la paix, ça vient de l'intérieur. Et personne ne peut te l'enlever. Maria a souri. Vous êtes sage, Madame Hénin? Non, je suis juste vieille. On a ri toutes les deux. J'avais repris mes habitudes, mes promenades au Luxembourg, mes visites au marché. Mes thés avec quelques amis que j'avais négligés pendant toutes ces années. Elle m'avait posé des questions, au début. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cyril? On a lu dans les journaux. C'est une longue histoire. Tu veux en parler? Pas vraiment. Mais merci de demander. Elles avaient respecté mon silence, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Un après-midi d'automne, j'ai reçu un appel de Maître Beaumont. Madame Hénin, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise, ça dépend de votre point de vue. Votre fils sort de prison dans 3 mois. Mon cœur a fait un bond. Déjà, il a eu une remise de peine pour bonne conduite. Je vois, il n'a toujours pas le droit de vous approcher. L'interdiction reste en vigueur. Bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai raccroché. Cyril allait sortir de prison. Cette nouvelle aurait dû me terrifier. Mais étrangement, je ne ressentais rien. Ni peur, ni colère, ni tristesse. Juste une distance, une séparation définitive. Il avait sa vie, j'avais la mienne, et nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une dernière lettre de lui. Je l'ai reconnue tout de suite, son écriture sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte avec des mains calmes. « Maman, je sors de prison dans quelques semaines. Je ne sais pas où j'irai, que je ferai, qui je serai. Mais je voulais te dire quelque chose avant. Merci, merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas. Merci d'avoir été la mère que j'aurais dû chérir. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé. Je sais que tu ne me reverras jamais. Et je l'accepte, parce que c'est ce que je mérite. Mais sache que dans cette prison, j'ai eu le temps de comprendre, de vraiment comprendre, que l'argent ne vaut rien, que la cupidité détruit tout, que la famille est ce qu'il y a de plus précieux, et que je l'ai perdu pour toujours. Je vais essayer de devenir meilleure, pas pour toi, comme tu me l'as écrit, mais pour moi. Pour pouvoir me regarder dans le miroir sans avoir honte. Adieu, maman. Je t'aimerai toujours, même de loin. Cyril. J'ai plié la lettre soigneusement. Je l'ai rangée avec les autres. Puis je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé le ciel, les nuages qui passaient, les oiseaux qui volaient. Et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi, un dernier nœud qui se défaisait. Cyril avait compris. Trop tard, mais il avait compris. Cela ne changeait rien pour moi. Cela ne réparait rien. Mais peut-être que cela le sauverait, lui. Peut-être qu'il deviendrait quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne ferait plus de mal. Je l'espérais, pas pour moi, mais pour lui, et pour ceux qui croiseraient sa route. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai appelé l'association à laquelle j'avais donné l'argent de la vente de Deauville. Bonjour, c'est Iseult Hénin. Madame Hénin, quelle surprise. Je voudrais savoir si vous organisez des groupes de parole pour les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Oui, nous en avons un, tous les jeudis après-midi. Est-ce que je peux venir? Bien sûr, vous seriez la bienvenue.
Le jeudi suivant, je me suis rendue à l'association. C'était dans le 14e arrondissement. Un petit local lumineux, des chaises disposées en cercle. Une dizaine de personnes étaient déjà là, des femmes surtout, mais aussi quelques hommes, tous âgés, tous portant sur leur visage les traces de la douleur. L'animatrice m'a accueilli chaleureusement. « Bienvenue. Asseyez-vous. Nous allons commencer. » Je me suis assise. Mon cœur battait fort. Chacun a raconté son histoire. Des histoires similaires à la mienne. Des enfants qui volaient. Des petits-enfants qui manipulaient. Des familles qui se déchiraient autour de l'argent. Et puis, mon tour est venu. Moi, c'est Iseult. J'ai 72 ans. J'ai pris une grande inspiration. Mon fils a essayé de m'empoisonner pour mettre la main sur mon héritage. Un silence. Puis une femme a dit « Comment avez-vous survécu ?» En disant non, en me protégeant, en acceptant que je ne pouvais pas le sauver. Vous lui avez pardonné? Non, pas encore, peut-être jamais. Mais j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Comment on fait ça? Faire la paix sans pardonner? On accepte. On accepte que les gens font des choix, et que ces choix ont des conséquences. On accepte qu'on ne peut pas contrôler les autres, seulement soi-même. Après la réunion, plusieurs personnes sont venues me parler. Merci d'avoir partagé votre histoire. Vous nous donnez de l'espoir. Si vous avez survécu à ça, alors nous aussi, on peut. J'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'utilité, du sens. Mon histoire pouvait aider. Ma douleur pouvait servir. J'ai continué à aller à ces réunions. Tous les jeudis, sans faute. Et petit à petit, j'ai vu des femmes se relever, reprendre leur vie, se protéger, dire non, comme je l'avais fait. Un jour, l'animatrice m'a proposé quelque chose. « Iseult, vous avez un don pour parler, pour inspirer. Vous voudriez témoigner lors d'une conférence ?» Une conférence? Oui, sur les abus familiaux envers les personnes âgées. Votre histoire pourrait aider beaucoup de gens. J'ai hésité. Je ne sais pas si... Réfléchissez. J'ai réfléchi, pendant plusieurs jours. Et puis j'ai décidé que oui, je le ferai. Pas pour me venger de Cyril, pas pour l'humilier, mais pour que d'autres femmes, d'autres hommes sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ont le droit de se protéger. La conférence a eu lieu 3 mois plus tard, dans un grand amphithéâtre à Paris. Il y avait plus de 200 personnes, des professionnels, des assistants sociaux, des juristes, mais aussi des victimes, des familles. Quand mon tour est venu de parler, j'ai monté sur scène. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma voix était ferme. Bonjour, je m'appelle Iseult Hénin, j'ai 72 ans, et voici ce qui m'est arrivé. J'ai raconté tout. Les chocolats, la manipulation, le procès, la prison. Et surtout, j'ai raconté comment j'avais survécu, en disant non, en me protégeant, en acceptant la réalité. À la fin de mon témoignage, la salle était silencieuse. Puis, lentement, les applaudissements ont commencé. Des applaudissements qui sont devenus une ovation. Des gens se sont levés. Certains pleuraient. Et moi, sur cette scène, j'ai compris quelque chose. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Après la conférence, des dizaines de personnes sont venues me parler, me remercier, me serrer dans leurs bras. Vous m'avez donné le courage de porter plainte contre mon fils. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle. Vous m'avez sauvé la vie. Ces mots-là. Ces mots qui donnaient un sens à toute ma douleur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. J'ai regardé les lumières de Paris, comme je le faisais depuis 40 ans. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je ne regardais plus en arrière. Je ne me demandais plus ce qui aurait pu être. Je regardais devant, vers l'avenir, vers tout ce que je pouvais encore faire, encore donner. Cyril était sorti de prison. Il vivait quelque part en province, m'avait-on dit. Il travaillait dans une librairie. Il vivait modestement, seul. Nous ne nous étions pas revus. Nous ne nous reverrions jamais. Et c'était bien ainsi. Moi, j'avais continué ma vie. Une vie remplie. Une vie avec du sens. J'avais mes promenades, mes amis, mes groupes de parole, mes conférences de temps en temps. J'avais aussi retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Moi-même, ma dignité, ma force, mon droit d'exister sans me sacrifier. Un matin, en ouvrant les volets, j'ai vu le printemps qui arrivait. Les arbres bourgeonnaient, les oiseaux chantaient, et j'ai souri. Un vrai sourire, léger, lumineux, parce que j'étais vivante, parce que j'avais survécu, parce que j'avais transformé ma douleur en sagesse. Si vous m'aviez dit, il y a 3 ans, que je serais là aujourd'hui, debout, en paix, heureuse même, je ne vous aurais pas cru.
J'aurais pensé que c'était impossible, que la trahison d'un fils détruit une mère pour toujours. Mais j'ai appris que non, qu'on peut survivre à l'impensable, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut trouver du sens même dans la pire des épreuves. Cyril a fait des choix terribles, des choix qui l'ont détruit, et la vie lui a rendu exactement ce qu'il avait donné. Il avait voulu m'enfermer, il s'est retrouvé enfermé. Il avait voulu ma fortune, il s'est retrouvé sans rien. Il avait voulu me rendre folle, c'est lui qui a perdu la raison pendant un temps. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'est la loi du karma, c'est la loi de la justice. Moi, j'avais donné de l'amour, peut-être trop, peut-être mal, mais de l'amour quand même. Et la vie m'a rendu quelque chose de précieux. La sagesse, la paix, la force et la certitude que je méritais d'être protégé, respecté, aimé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien, ni d'avoir aimé Cyril, ni de lui avoir donné. Je regrette seulement de ne pas avoir posé de limites plus tôt. Mais c'était mon chemin, mon apprentissage. Et maintenant, j'ai appris. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui, « Iseult, qu'avez-vous appris de tout ça ?» Je dirais que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la destruction. Que dire non à ceux qu'on aime n'est pas de la cruauté, c'est du respect, pour eux et pour soi. Que les gens font leur propre choix. Et que ce n'est pas notre responsabilité de les sauver. Que la vie rend toujours ce qu'on lui donne, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, et que même après l'enfer, on peut renaître. Voilà mon histoire, une histoire de trahison, de douleur, de justice, mais aussi une histoire de survie, de renaissance, de sagesse. Je m'appelle Iseult Hénin, j'ai 72 ans, et aujourd'hui, je sais qui je suis. Une femme forte, une femme digne, une femme en paix. Une femme qui a traversé la tempête, et qui en est sortie plus forte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.